Alors pour finir, donc il y a cette foutue pandémie, ou soi-disant pandémie, parce que après les différents textes qui commencent à sortir sur les analyses, dont la vôtre, vous avez créé un texte en quelques questions sur le Covid-19 dans Dreux Info le 3 février dernier, qui a fait l'objet d'une réponse, ou en tout cas d'un parallèle quelque peu problématique de Drieux-Godefredi. Vive un Nuremberg pour Pfizer, ils ont avoué. Et alors, vous commencez votre article, et je vais revenir bien sûr sur le second article. Vous dites que vous n'êtes ni pro-vaccin ni anti-vaccin, je suis pour la liberté de choix, vous dites, mais vous dites que le discours des autorités gouvernementales, pas crédible, qui est vraiment pas crédible. Alors, le coronavirus, vous reconnaissez bien sûr, et vous rappelez, que c'est né en Chine, à Wuhan, et a laissé des Chinois partir de Wuhan vers le monde entier sans contrôle. Et vous tenez l'OMS, les Chinois tiennent l'OMS comme son principal financeur. Alors là, vous partez sur une réflexion intéressante, et c'est là-dessus que je voulais commencer. Vous parlez de l'enfermement, qui est plutôt une solution qui a été adoptée par des dictatures, bien sûr, chinoises, mais qui a été adoptée par certaines démocraties, dont le Québec au Canada, plutôt qu'opter pour l'immunité collective. Pouvez-vous commencer votre intervention en nous expliquant la différence entre ces deux notions ? Le confinement, l'enfermement et l'immunité collective. Je dirais que l'enfermement, ça a été dénoncé dès le départ par la plupart des grands épidémiologues mondiaux, et est une solution qui ne marche pas, qui ne permet en aucune façon d'empêcher la propagation d'un virus. Si vous avez une personne qui est contaminée dans un petit appartement avec 4 ou 5 autres personnes, vous avez une contamination qui va toucher les 4 ou 5 autres personnes. Donc le confinement tel qu'il a été pratiqué en France, dans d'autres pays d'Europe, tel qu'il était pratiqué en partie dans certains États des États-Unis, est une solution qui ne marche pas. Et je dirais que le coupable de la dissémination de l'idée que l'enfermement peut marcher, c'est essentiellement Anthony Fauci, qui a été en charge de l'épidémie sous Donald Trump, et Donald Trump devait le nommer dans cette position parce qu'il était le médecin le plus haut placé dans ce secteur aux États-Unis, et donc il s'est dit qu'il n'avait pas le choix. Donc Anthony Fauci a reconnu lui-même dans des commissions d'enquête, lorsqu'il a dû parler devant le Sénat, devant la Chambre des représentants, qu'il avait repris cette solution à la Chine. La Chine a effectivement mis en place un confinement très strict à Wuhan, quand l'épidémie s'est déclarée à Wuhan, et la Chine a ensuite repris ce système en disant une politique zéro Covid, et donc non, le confinement, ça ne marche pas pour arrêter une épidémie, pour arrêter une pandémie de quelque façon que ce soit. L'immunité collective a été évoquée au départ, et je dirais qu'effectivement, l'immunité collective est quelque chose qui, par contre, marche. C'est-à-dire que quand vous avez un nombre certain de personnes qui sont contaminées, qui ont été touchées et qui ont guéri, eh bien, le virus ne peut normalement plus s'attaquer à ces personnes, et donc le virus a une possibilité de nocivité qui est considérablement amoindrie. C'est ce que disent la plupart des grands épidémiologues, et je dirais que l'immunité acquise quand on guérit de la maladie est une immunité forte, nette, et c'est une immunité supérieure à celle qui peut résulter de l'administration des vaccins, qui de toute façon ne jouent pas le rôle de vaccin parce qu'ils n'immunisent pas contre la maladie. Alors justement, on revient sur l'auteur du livre, de l'article Vive à Nuremberg pour Pfizer, ils ont avoué. Alors pour lui, Pfizer n'a rien à se reprocher. Il parle de Perron comme un noble charlatan, et il revient justement sur la définition du mot vaccin. Et moi, je suis allé voir justement le Robert, et c'est très clairement indiqué qu'un vaccin doit être fait pour immuniser. Exactement. Et j'ai simplement ouvert un dictionnaire. Alors que lui, il prétend au contraire que ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais juste le citer pour
pour éviter les problèmes, parce que ça fait déjà l'objet de pas mal de conversations. Oui. Alors, il dit qu'un vaccin, ça permet d'avoir une forme atténuée de la maladie. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça. Les vaccins Covid ne suppriment pas la transmission. Ils ne sont donc pas des vaccins, mais des injections transgéniques. Ça, c'est ce qu'on reconnaît maintenant. Alors, il revient en citant... comment s'appelle Pasteur, le principe même d'un vaccin consistant à nous inoculer une fraction infinitésimale du mal qu'on entend combattre, donc c'est important de le rappeler ça quand même, mais pour lui, c'est pas l'immunité qui est visée par ces vaccins. Alors, bon... Non, mais il dit même que aucun vaccin ne produit une immunité, et qu'un vaccin permet tout juste d'avoir une version atténuée, plus faible de la maladie. Ce qui est strictement n'importe quoi. Les vaccins produisent une immunité. Si vous êtes vacciné contre le tétanos, vous n'avez pas une forme plus faible de tétanos, vous n'attrapez pas le tétanos. Si vous avez un vaccin contre la poliomyélite, vous n'attrapez pas une poliomyélite un peu plus faible, ou plus faible tout court, vous n'attrapez pas la poliomyélite. C'est le rôle des vaccins. Et je dirais que ce que cela montre, c'est que Drieu Godefridi est ignorant en termes de médecine, ignorant en termes de science, et c'est pour cela que je l'ai qualifié de cuistre. Je dirais qu'un cuistre est quelqu'un qui prétend avoir des connaissances qu'il n'a pas du tout. Et je dirais que c'est un cuistre arrogant, puisque se permettre de traiter des grands scientifiques de charlatans, de marabouts ou de je ne sais quoi, est un comportement inqualifiable. Je dirais que la base quand on fait un travail intellectuel sérieux, c'est de respecter les gens qui ont des connaissances et qui ont souvent plus de connaissances que vous. C'est comme cela qu'on apprend, c'est comme cela qu'on avance. Quand on commence à insulter, à traîner plus bas que terre des scientifiques qui ont une connaissance précise et rigoureuse dans leur domaine, c'est qu'on est non seulement un cuistre, mais c'est qu'on est aussi un imposteur. Alors j'ai retrouvé... Et j'ajouterais que parler comme cela de Nuremberg, de choses comme ça, c'est quasiment n'importe quoi, ça devient caricatural, et je dirais que c'est une façon d'essayer de dire que ceux qui ne pensent pas comme lui, qui n'a aucune base scientifique, c'est être délirant, c'est être excessif. Je dirais que les grands scientifiques qui ont des doutes légitimes sur le vaccin, sur le confinement, etc., ne parlent jamais de Nuremberg, n'emploient jamais ces mots. Ces mots ont été complètement inventés par Drieu Godefridi, ou alors il les a peut-être retrouvés dans des blogs absolument délirants de gens qui ont des idées conspirationnistes, mais en tout cas, ni le professeur Raoult, ni le professeur Perron en France, ni les grands professeurs américains qui sont sur les mêmes positions, comme Harvey Risch, qui est professeur de médecine et d'épidémiologie à l'université de Yale, aucun de ces personnes, aucun de ces professeurs n'emploiera jamais, strictement jamais, ce type de terme. Donc, je vous coupe 2 minutes. Grossière et excessive. Mais hier, je vous coupe 2 minutes. Laissez-moi reprendre le fil, mais je vais vous redonner la parole. Ne vous inquiétez pas. C'est que j'ai retrouvé le passage. C'est important de bien citer les sources. Appelons que 80% des vaccins depuis Pasteur, ils prétendent, ne suppriment pas la transmission, mais la réduisent, ce qui est quand même incroyable. C'est ça correspond à ce que je viens de dire. C'est la distinction entre vaccins stérilisants, suppression, et vaccins infectifs, réduction. Donc là, il s'enferme dans son truc, mais il va en disant qu'en fait, que Pfizer n'a rien à se reprocher. Ça a été d'ailleurs le titre de la chronique qu'on a diffusée. Alors, justement, je reviens sur ce que vous étiez en train de commencer à dire, parce que justement, j'ai noté... J'aimerais revenir juste avant de noter le livre de Robert Kennedy ou des autres professeurs que vous citez. J'avais la volonté d'y revenir. Mais il a écrit un livre. C'est quelqu'un qui vient de la gauche américaine. C'est ça, non mais il faut revenir d'abord sur le produit, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Et vous dites que c'est quand même incroyable, c'est que jamais des mesures imitées de mesures prises dans un pays totalitaire avaient été prises dans le passé en Occident face à une pandémie. Et donc là, c'est quand même incroyable, c'est qu'on a on n'a pas voulu laisser les médecins traiter ou intervenir auprès des patients.
Mais alors, la raison, parce que ce n'est pas indiqué dans le texte, est-ce que ça serait économique? C'est-à-dire, on a laissé les pharma, les grosses pharma comme Pfizer, créer des accords pour pouvoir vendre leurs produits chers, alors que ces produits existaient, soutenus par M. Perron, parce que, par Raoult, qui disait que c'était des médicaments qui fonctionnaient contre la maladie. Je dirais que ce qui devrait paraître suspect à beaucoup de gens, c'est que par exemple l'hydroxychloroquine est un produit qui a été, est un médicament qui a été consommé par des millions et des millions de personnes pendant plusieurs décennies, qui n'impliquait même pas une prescription sous ordonnance. Je dirais que lorsque vous alliez dans des pays où vous risquiez d'attraper certaines maladies, vous preniez de l'hydroxychloroquine, vous preniez des produits de ce type, et là, d'un seul coup, parce que des médecins ont dit l'hydroxychloroquine, ça marche pour soigner le Covid-19 et ça permet de remédier au Covid-19. On a dit ah, l'hydroxychloroquine doit être interdite à la vente. L'hydroxychloroquine est un produit toxique, c'est un produit très dangereux et on interdit aux médecins de la prescrire. Je dirais qu'une telle opération est quelque chose d'extrêmement suspect qui devrait entraîner une suspicion légitime. Alors, je pense que les études frelatées sur l'hydroxychloroquine qui ont été publiées dans des grandes revues de médecine ont eu des financements eux-mêmes suspects. Je dirais que la meilleure façon d'assurer la diffusion de votre produit, c'est de diaboliser le produit concurrent. Et donc, si l'hydroxychloroquine avait été utilisée massivement, il y aurait sans doute eu beaucoup moins de vaccins, entre guillemets, vendus et diffusés sur la surface de la planète. Alors, je n'accuse pas les gouvernements. Les gouvernements ont pu être bernés. Je dirais que quand vous êtes ministre ou président d'un pays, vous n'avez pas obligatoirement toutes les informations médicales, tous les éléments qui vous permettent de décider. Vous pouvez effectivement succomber à la peur. Et je dirais que ce qui a joué beaucoup, c'est qu'il y a une peur de la mort qui a été diffusée. Et je dirais que ce que j'explique dans l'article, c'est que la Chine a d'abord caché la contagiosité de la maladie, ce qui a permis à beaucoup de gens de quitter Wuhan et de se disséminer sur toute la surface de la planète. C'est que l'OMS, qui était au courant, mais le directeur de l'OMS, Ghebreyesus, est un Éthiopien qui n'est pas médecin, il n'a aucune formation de médecin, et qui était placé là par la Chine. Donc l'OMS a elle-même caché la contagiosité de la maladie, et quand l'OMS a révélé la contagiosité de la maladie, elle a utilisé les chiffres de quelqu'un qui travaille à l'Imperial College à Londres, qui est en fait quelqu'un qui travaille aussi pour l'OMS, pour dire la mortalité va être épouvantable. Ce qui a été dit à ce moment-là, c'est il y aura au minimum avec cette pandémie 500 000 morts au Royaume-Uni, à peu près autant en France, des chiffres absolument apocalyptiques. Il était dit une personne sur 100 touchée va mourir de cette maladie. Donc vous avez eu un effet de panique et je pense que certains gouvernements ont cédé à la panique. Vous rajoutez à l'effet de panique toutes les fausses études, toutes les études frelatées sur l'hydroxychloroquine. On vous propose, on vous dit on va vous donner un vaccin, ce vaccin c'est la panacée, ça va vous permettre d'immuniser toute la population, vous vous précipitez sur le vaccin. Je pense que c'est quelque chose de ce genre qui s'est produit. Alors, merci beaucoup pour cette explication. Alors, bon, là, arrivé au niveau de l'article, à peu près la moitié, on peut déjà établir, vous établissez extrêmement, donc jusqu'au vaccin contre le Covid, un vaccin était censé immuniser contre une maladie. Et ce qui est établi, c'est que les vaccins ont été autorisés au titre d'une procédure d'urgence alors qu'ils étaient encore au stade expérimental, ce qui ne s'est jamais fait pour aucun vaccin. Ça, c'est important de rappeler ça. Alors, vous vous appuyez aussi, c'est là que je reviens sur la littérature, parce que vous êtes connu justement pour étayer vos arguments par des sources. Alors, il y a le livre de Robert Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci, et The Woman Cover-Up, donc qui revient sur la Chine aussi. Mais il y a aussi
le livre de Head of Dawn, Cause Unknown, inconnu, The Epidemic of Student Death between 2021 et 2022. Et puis vous revenez bien sûr sur les écrits de M. Perron et de M. Raoult, parce que je les ai offerts à ma femme, il y en a au moins 5. Bon, c'est des gens... Je cite beaucoup d'autres sources en plus. Oui, mais, attendez, je parle de ceux qui sont accessibles au grand nombre. Oui. Parce que les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément des médecins ou c'est pas forcément... Non, mais s'ils lisent l'anglais, ils peuvent cliquer, s'ils vont sur mon article, ils peuvent cliquer sur les sources que je donne. Et... Tout à fait. Mais je rappelle la définition du Robert, donc substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie, sérum et vaccin, à l'injection, inoculation d'un vaccin, etc. Bon, moi-même, j'ai eu des conséquences, c'est pour ça que je voulais apporter cela. Au bout de 3 vaccins, j'ai eu une neuropathie diabétique. Ma fille qui a voulu prendre l'avion, qui a dû prendre l'avion, a eu des conséquences aussi donc sur sa santé. Donc on voit quand même qu'il y a des effets secondaires. Alors vous en parlez et vous dites que ça a été... Ça, on dirait que c'est le haut de l'iceberg, mais que ça a eu des incidences sur la santé, voire de la mortalité. Et vous dites que hausse des morts inexpliquée a fait un bond vers le haut, et en particulier, parce qu'on parlait surtout des personnes aînées, mais vous dites que les jeunes adolescents et les sportifs, par exemple, ont eu des causes inexpliquées. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que d'une part, Pfizer avait dans ses documents des éléments qui montraient qu'il n'avait pas testé pour savoir si ça immunisait véritablement. Et dans les documents de Pfizer, si vous les lisez en détail, en petits caractères, ils disent que rien ne montre que les vaccins immunisent contre la maladie. Et d'ailleurs, après, on a dit effectivement, les vaccins qui sont utilisés contre le Covid-19 sont des vaccins, entre guillemets, qui n'immunisent pas, qui n'empêchent pas d'être contaminés, qui n'empêchent pas d'être contagieux. Et on a ajouté, ils permettent juste d'éviter les formes graves de la maladie. Voilà, c'est la façon dont on a défini les choses. Et je dirais que c'est pas en général comme ça qu'on définit un vaccin. Et je dirais qu'à partir du moment où vous savez qu'une personne qui a reçu une injection de ce produit peut être contaminée et peut être contagieuse, je dirais que son statut n'est pas très différent des personnes non vaccinées qui peuvent être contaminées et contagieuses. Et donc la discrimination qui a été mise en place dans les populations sur la base du vaccin est totalement illégitime. Quelqu'un de vacciné n'est pas immunisé, les autres ne sont pas immunisés non plus. Quelqu'un qui est vacciné ne risque pas plus que quelqu'un d'autre d'être contagieux. Il est contagieux de la même façon. Et quelqu'un qui est vacciné peut attraper la maladie et peut la transmettre exactement comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. Bon, donc déjà là, il y a tout un ensemble d'éléments d'imposture et de comportements liberticides qui ne sont fondés sur rien. Et puis il y a la question que vous évoquez, effectivement la question des effets secondaires. Il est tabou de parler des effets secondaires. En fait, maintenant, il y a des centaines d'études médicales dont on parle très peu, et j'en cite une quinzaine dans mon article, mais il y en a beaucoup plus, qui montrent qu'il y a des effets secondaires du vaccin et que ces effets secondaires peuvent être lourds. Il y a plus d'effets secondaires de ce vaccin. J'appelle ça vaccin, je dirais que le professeur Perron appelle cela produit expérimental, une expression produit expérimental est sans doute plus pertinente. Il y a donc beaucoup plus de victimes d'effets secondaires pour ce produit expérimental que pour tous les vaccins que l'on a pu connaître dans le passé. Il y a des études en Allemagne qui montrent une personne sur 800 vaccinés, entre guillemets, est susceptible d'avoir des effets secondaires, et pour certains, des effets secondaires très graves qui peuvent aller jusqu'à la mort, puisque je dirais que concrètement, ce qui apparaît, c'est que l'essentiel des effets secondaires, il y en a d'autres sans aucun doute, sont des effets secondaires qui concernent le cœur. Et je dirais que vous avez donc des arrêts cardiaques inexpliqués,
des morts inexpliquées qui se produisent. Tous les éléments sont disponibles, mais il est tabou d'en parler. Vous en parlez, on vous dit immédiatement que vous êtes complotiste. Mais je dirais que c'est extrêmement grave. On ne peut pas laisser comme cela des morts inexpliquées. Alors, on va me dire, ça peut concerner qu'une personne sur 10 000, par exemple. Oui, bon, ça concerne peut-être une personne sur 10 000 ou une personne sur 20 000. Mais si vous êtes cette personne-là, pas de chance pour vous parce que vous mourrez. Ben, ma mère a eu une crise cardiaque il y a 3 semaines, elle a ses 4 vaccins, alors qu'elle n'a jamais eu de problème de cœur. Oui, Très bon exemple. Alors, pour revenir, vous dites quand même que ça a eu une conséquence importante sur la liberté et l'économie. Ça a permis au gouvernement de nombreux pays démocratiques de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, de mettre en place des moyens de contrôle de population qui ont été dignes de régimes autoritaires, sans le consentement et même parfois, et c'est ça qui est le plus grave, avec le consentement des populations. Je vois ma mère qui a changé de médecin parce que son médecin lui refusait de lui donner un vaccin. Elle a préféré changer de médecin pour avoir sa 4e dose. Et un mois plus tard, elle a eu une crise cardiaque au volant, elle a failli y rester. La peur, donc, et vous vous rappelez tout à l'heure la peur permet de faire accepter la soumission et l'arbitraire. Vous avez tout à fait raison. exactement. Pour se soumettre implique le risque de mourir. Effectivement, il y a cette peur pour pouvoir contrôler les gens. Alors, mais vous êtes plus loin que ça, puisque vous dites qu'il y a eu quand même le recul de la liberté, mais aussi des recours massifs aux bulletins de vote par correspondance, qui a fait l'objet de fraude électorale de novembre 2020, mais aussi au mi-mandat de novembre 2022. Donc là, il y a un lien aussi. Je dirais que le système de fraude qui a été mis en place aux États-Unis par les démocrates est effectivement quelque chose qui a été permis au départ, qui a été possible parce qu'il y a eu l'épidémie, l'enfermement de la population, l'idée que des millions de gens risquaient de mourir, parce que si on appliquait les chiffres qui ont été donnés au départ par l'OMS, s'il y avait 500 000 morts dans un pays de 65 millions d'habitants comme le Royaume-Uni, cela veut dire qu'aux États-Unis, dans un pays de 340 millions d'habitants, vous auriez eu peut-être 2 millions de morts, quelque chose comme ça, même un peu plus. Donc je dirais qu'on a fait peur aux populations. La peur a été entretenue, et je dirais qu'en France, elle a été entretenue d'une manière massive. Tous les soirs à 20 h, vous aviez au journal télévisé un professeur de médecine aux allures de croque-mort qui venait, qui vous disait aujourd'hui il y a eu tant de morts, aujourd'hui il y a tant de personnes hospitalisées, aujourd'hui il y a tant de personnes qui sont sous un système de soins intensifs et qui vont sans doute bientôt mourir. On vous répète ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute la semaine, vous finissez par vous dire je sors plus dans la rue, je risque de mourir et je vais immédiatement me faire vacciner, je vais au moins être peut-être immunisé. Il y a eu un conditionnement des populations, il y a eu une restriction des libertés complètement terrible. Je dirais que vivant à Las Vegas, qui est une très grande ville avec beaucoup d'espace, et dans un état où il n'y a pas eu du tout de confinement, on vous a conseillé de rester chez vous, vous n'étiez pas obligé. Je n'ai pas souffert de cela, mais je dirais qu'en France, beaucoup de gens ont souffert de cela. Je dirais qu'être enfermé dans son appartement 24 heures sur 24 avec 1 heure de sortie par jour et à 1 kilomètre de son domicile, mais c'est absolument épouvantable. Et après, et après, quand il y a eu cela, on a eu les passes vaccinaux. On devait montrer le pass vaccinal pour aller faire ses courses, pour aller à tel endroit. Oui, je me rappelle très bien qu'ici à Costco, on était obligé de montrer le téléphone, qu'on a bien 2 ou 3 vaccins, etc. C'était fou. Ouais. Et alors, vous dites que, et pour finir quand même, que c'est grave parce que aux États-Unis, mais aussi ailleurs, on voit au Canada, au Québec, on voit bien par les mouvements politiques qui ont émergé, parce qu'on a vu se développer le Parti conservateur du Québec ici, ou le Parti populaire canadien, mais aussi en France avec Reconquête. Donc les études montrent que la confiance dans la médecine au sein de la population a chuté. On parle de 30%. Et vous dites que en fait, c'est la plus gigantesque, c'est la plus criminelle imposture médicale et politique du XXIe siècle. Est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus ? Oui, bien sûr, tout à fait. Je dirais que pour l'hydroxychloroquine, il y a eu effectivement, c'est aberrant ce qui s'est passé. Et pour l'ivermectine, c'était la même chose. L'ivermectine, on a dit, c'est un médicament pour les chevaux, ça peut être administré aux êtres humains. Maintenant, vous avez tout un tas d'études qui montrent que l'hydroxychloroquine est efficace. Ce que des grands médecins avaient dit dès le départ, que l'ivermectine est efficace, et donc on a laissé des gens sans médicaments pendant des mois et des mois. On a laissé des gens mourir.
On leur a donné comme solution de rester chez eux avec du Doliprane. On leur a dit de n'aller à l'hôpital que lorsque leur état devenait critique. Après, on les intubait avec un risque de mort extrêmement élevé. Combien de gens sont morts dans ces conditions? On a donné que comme seule solution le vaccin, qui n'était pas un vaccin, qui ne permettait pas d'éviter la contagion. Et je dirais que ce vaccin, il apparaît comme ayant des effets secondaires potentiellement graves, et il y a des morts à cause de ces effets secondaires. Ce qui s'est passé est extrêmement scandaleux sur tous ces plans, mais c'est aussi scandaleux parce qu'on a porté atteinte à la liberté des gens, on a rendu possible une fraude électorale massive aux États-Unis, on a compliqué la vie des gens d'une manière terrible. On a fait que des enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant des semaines et des semaines, ce qui a des conséquences graves pour un nombre très important d'enfants. Et je dirais que le fait que des gouvernements aient pu, peut-être en partie guidés par la peur, par la panique, prendre des décisions qui ne sont pas des décisions dignes de gouvernements démocratiques, est quelque chose de très inquiétant et de très révoltant. Très bien. Merci Monsieur Guimilière pour cette mise au point. On a parlé bien sûr de la situation en Russie, on a parlé de l'Israël et on a fini par le Covid. Alors je rappelle juste 2-3 livres qui est important, mais vous pouvez vous référer à l'article, ça serait peut-être plus simple. L'article, vous pouvez le trouver donc dans Dreux Info, 3 février 2023. Quelques questions sur le Covid, vous allez voir qu'il y a plein de sources, et en particulier des livres accessibles. Par exemple, les 3 livres de Christian Perron, les livres de Didier Raoult, Pierre Chaillot aussi, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, Laurent Tubiana, Covid-19, les leçons d'une épidémie, et bien sûr des auteurs en anglais, John Leake et Peter McCullough, par exemple. Voilà. Donc je vous invite à compléter votre connaissance, mais bon, on aura compris. Le confinement était une erreur, ou en tout cas une mauvaise politique, puisque ça venait d'un système totalitaire. Le masque ne fonctionne pas, les vaccins n'étaient pas des vaccins. Donc j'espère qu'au bout de 2 ans, la pandémie n'était pas une pandémie, bon, mais en même temps, bon, il a fallu attendre 2023 pour voir émerger la vérité. Et il faut remercier Luc. La pandémie a été une pandémie, mais c'est une pandémie qui a été provoquée par la Chine, qui savait parfaitement qu'en laissant des gens partir de Wuhan et partir vers le monde entier, elle allait faire que l'épidémie locale allait se transformer en pandémie. J'allais souligner que c'est grâce à LuxMedia qu'on a pu avoir de la réinformation, et je suis content d'y participer donc avec mon émission Occident Écologie. Merci messieurs, dames, et à une prochaine émission.